On met du rouge ou du champagne enfin... On va peut-être commencer par du champagne. Ok, bah je te sers, non? Enfin, sers-toi. Ouais, et puis on tu va me faire ça. resserres. On dirait on est dans un truc mondain. Non, elle va être très belle. Après, je suppose que tu fais des montages, non? Ah oui. Il y a des coupures parfois. Enfin, quand tu estimes que c'est dans le besoin de couper. Non, c'est joli cette couleur, ça va bien avec le vert. À la tienne, trinquons. On va être sous avant. Mais non, t'inquiète. Mais tu sais, avant, à la télé, on pouvait boire, on pouvait fumer. Non mais attends, t'as déjà vu une interview de Gainsbourg? C'est un truc de dingue. Gainsbourg, je l'adore. Mais voilà, maintenant, tout est édulcoré. Estelle Redpill, bonjour. Bonjour. Alors je suis ravi de te recevoir pour ma chaîne YouTube. On te reçoit donc pour une chaîne YouTube qui en ce moment a un petit peu plus de 2000 abonnés. J'essaye de le rappeler un maximum pour me souvenir plus tard en fait de la progression à peu près. Enfin bref, on va pas parler de moi aujourd'hui, on va parler de toi. Très bien. Je vais te demander de te présenter, je vais te demander ce que tu fais dans la vie, ton âge aussi. D'accord. Voilà. Bon, bah alors je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans, j'habite à Toulouse, je suis née à Toulouse aussi. Dans la vie, j'étais vendeuse, après j'ai travaillé dans la restauration et un petit peu dans l'événementiel. Sur les réseaux, j'ai été connue grâce à mon compte TikTok, donc c'est un compte où je défends la culture française, son patrimoine, son identité. J'ai aussi buzzé pas mal sur Twitter par rapport à un extrait d'une de mes vidéos YouTube qui avait été partagée. Et là, je suis aujourd'hui ici pour répondre à tes questions, du coup. Alors voilà, c'est un petit peu pour ça que je voulais t'interviewer. C'est parce que il y a un mois et demi, peut-être environ, je savais pas du tout que tu existais, en fait. Je savais pas du tout qui tu étais. Ouais. Et en fait, depuis, t'as pas mal buzzé, même si je crois que t'avais déjà une bonne notoriété sur TikTok. Exactement, mais... que sur TikTok, voilà, je n'étais pas sur YouTube ni même sur les autres plateformes. Voilà, c'est ça, c'est que normalement, la droite, alors on pourrait appeler ça, je sais pas, souvent ça s'appelle la dissidence, la fachosphère, on pourrait appeler ça la droitosphère ou la droite internet, ou même faire une conjonction des deux, la droite-internet. Ouais. En tout cas, souvent, on est présent, peut-être sur Twitter, sur Facebook à la limite, même si de moins en moins, sur YouTube, et pas du tout sur ce nouveau réseau qui est TikTok. Et est-ce que tu peux détailler, juste 30 secondes, en quoi consiste en fait TikTok ? Alors en fait, TikTok, c'est une plateforme qui est conçue pour faire des pranks, des actings, pour faire du contenu humoristique, ou voilà, des danses, du chant, et du contenu créatif. Il y a beaucoup de jeunes, essentiellement, sur cette plateforme, et c'est vraiment des formats rapides de 60 secondes, et c'est fait pour rire, pour se distraire. Sauf que pendant le premier confinement, moi, j'avais téléchargé l'application, du coup, pour m'occuper, et j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de détournements sur cette application, dans le sens où il y avait beaucoup de propagande de gauche, beaucoup de propagande LGBT, de propagande... islamique aussi, beaucoup de prosélytisme religieux. Et donc, du coup, je me suis dit, il n'y a personne de droite, il n'y a personne qui défend la France. Et je me rappelle notamment quand il y avait les Black Lives Matter, il y avait beaucoup de personnes qui se permettaient de cracher sur notre pays, qui se permettaient de nier le racisme envers les Blancs. Et ça m'a vraiment énervée, ça m'a gavée. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'y mettre à ma manière, avec mon style, ma façon d'être. Et c'est comme ça que j'ai pu gagner des abonnés et me faire une communauté sur TikTok. Mais de base, ce n'est absolument pas fait pour faire de la politique, mais on peut contourner le système. Et je l'ai fait comme on fait les gauchistes et certaines personnes. Voilà. Mais tu comprends pourquoi on n'est pas énormément à faire ce que tu fais, parce que je veux dire, aujourd'hui, on vit quand même dans une ère où il y a beaucoup de censure, où c'est parfois assez dangereux d'avoir le discours que tu portes. Alors que le discours inverse, lui, est plutôt accepté, voire même encouragé, voire même obligé parfois.
Exactement. Et du coup, toi, t'as peut-être eu des emmerdes par rapport à ce que tu fais Ah oui, j'en ai eu beaucoup même. Ouais. J'en ai eu énormément, oui. Je me souviens, cet été, j'ai dû désactiver mon compte Instagram. J'ai dû tout enlever, même mon Facebook. J'ai même plus Facebook aujourd'hui, il faut le savoir. Tout simplement parce que je me rappelle que je faisais un live avec une personne qui a un compte sur TikTok, qui est un patriote également. Et on s'était fait insulter par une personne de l'immigration extra-européenne. Et du coup, on a décidé de rétorquer à deux. Et cette personne nous a mis sur Twitter et nous a insultés de tous les noms. Et sa communauté est venue nous menacer de mort. Moi, sa communauté, à cette personne-là qui nous a affiché avec mon collègue, m'a menacé de viol. Enfin, ils m'ont menacé de viol, sa communauté, de me retrouver, de donner mon adresse, de faire du mal à ma famille. Donc à ce moment-là, j'ai eu peur. Je me suis dit, donner ses convictions à visage découvert, ça devient dangereux aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir continuer à pouvoir donner mes idées politiques sur les réseaux, sachant que ça peut partir très loin, à ce que je reçois des menaces de mort. Et en fait, j'ai décidé d'aller au-delà de ma peur. J'ai décidé de continuer. Après, je sais que je prends un risque, mais ça en vaut la peine. Et du coup, j'ai refait un Instagram. J'avais perdu tous mes abonnés. Et j'espère aujourd'hui que ça se passera plutôt bien. Mais bon, je pense que je suis un petit peu trop optimiste par rapport à ça. Mais bon. En tout cas, c'est très courageux. Merci beaucoup. Comment tu te définirais? Parce que tu définis un petit peu comme de droite, mais peut-être plus précisément. Parce qu'en fait, on nous demande de choisir un camp entre la droite et la gauche, ou entre le centre. Enfin, il y en a qui se disent centristes, il y en a qui se disent de gauche, de droite, d'extrême droite. En fait, moi, c'est simple. Je suis contre le fait de perdre l'identité d'un pays. Après, je ne suis pas une personne qui va critiquer une personne de couleur, encore une fois. Mais j'estime qu'en France, on doit retrouver le peuple autochtone. Et c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Quand je prends le métro, je vois des gens qui sont habillés avec leur tenue de leur pays. Je vois des commerces extra-européens de partout. Je vois des gens qui ne parlent pas français. Je vois des faciès, tout sauf ethniques, de personnes autochtones du pays. Donc je me dis, la France perd de tout, de son identité, de son faciès autochtone. Sa gastronomie, elle est en train de s'effacer. Notre culture est en train d'être effacée par le progressisme. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont plus. Et ça, c'est dû à l'immigration. Et donc, je constate qu'il y a de gros dégâts dans notre pays. Et alors, attends, t'as quel âge déjà? Je m'appelle Estelle, j'ai 24 ans. Alors, j'ai 24 ans. Comment une fille de 24 ans comme toi en est arrivée à penser ce que tu penses? Oula, alors c'est une somme de plein de choses. Donc, il faut savoir que de base, dans ma famille, du côté de mon père, ils ont toujours voté pour Le Pen. Ce sont des pieds noirs. Donc, ils ont un passé assez douloureux par rapport à la guerre d'Algérie. Mais de base, quand je suis née, dans ma vie, je ne me suis pas dit... je vais avoir une certaine hostilité envers certaines communautés. Je suis partie du principe dans ma vie que n'importe qui pouvait être une bonne personne, que n'importe qui pouvait s'assimiler et qu'il ne fallait pas stigmatiser des personnes ou des communautés. Je suis partie dans ce sens-là, même si j'avais des personnes qui me disaient « Non, tout le monde ne peut pas être assimilé, tout le monde n'est pas comme tu crois, Estelle ». Effectivement, à la longue, en côtoyant des personnes de l'immigration, j'ai pu me rendre compte qu'il n'y avait pas de respect, que les efforts allaient toujours dans un sens et jamais dans l'autre, qu'il fallait toujours s'adapter à leur façon, à leur mode de vie et qu'eux, en échange, rien du tout. Je me suis rendu compte qu'il y avait des peuples très agressifs, des façons de faire anormales. Et en fait, cette somme de plein de petites choses... m'a fait réaliser qu'il y avait un gros problème avec certaines personnes de l'immigration parce que ce sont des civilisations entières qui n'ont pas du tout les mêmes comportements que nous et les mêmes façons de faire. Et moi, je me disais en fait que parce que... Je me suis dit en fait, c'est pas parce que j'ai connu une personne de l'immigration qui se comportait mal que toutes les personnes de l'immigration se comportent mal. Sauf qu'en donnant la chance à chaque fois à des personnes de l'immigration, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours les mêmes problèmes qui m'arrivaient avec certaines personnes. Même si je sais qu'il y a des personnes qui sont très bien dans l'immigration extra-européenne, mais c'est vrai que tout le temps, les problèmes, j'en ai eu pas mal avec des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes codes sociaux que nous, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes religions, et ça ne coïncidait pas. Et du coup, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce qu'une assimilation est possible quand un communautarisme est assez conséquent et quand c'est la facilité pour ces gens-là de se communautariser et de ne pas faire l'effort de devenir français et de faire cohésion française et nationale. Donc voilà. C'est tout ça qui m'a amené au fait qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un gros problème et qu'il y a un problème de civilisation qui ne sont pas assimilables. Malheureusement, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui font l'effort d'aimer la France et qui le montrent. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans l'offre politique française aujourd'hui ?
C'est-à-dire, parmi les partis politiques qui existent, les programmes mis en place dont on peut rêver, machin, est-ce que tu te retrouves dans des institutions, plutôt dans les partis de droite? Honnêtement, la politique, c'est quelque chose de bien, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est le peuple qui se sauvera. Tout simplement parce qu'en politique, on a toujours des intérêts personnels, il y a toujours des enjeux financiers, des magouilles. Et je me dis que les révolutions françaises se sont toujours faites avec l'éveil du peuple. C'est malheureux à dire, mais je pense qu'il va falloir encore des morts, encore des agressions pour que le peuple se réveille. Je pense qu'il n'en a pas vu encore assez et qu'il va encore falloir attendre quelques années pour que les choses changent. Mais bien évidemment, je me considère de droite. Je ne me considérerai jamais comme une gauchiste qui est pour le multiculturalisme, qui pense que tout le monde est interchangeable, que c'est le monde des bisounours, peace and love, que les civilisations n'ont pas d'histoire, que tout le monde peut cohabiter ensemble. On a bien vu que c'était pas possible, que le multiculturalisme, c'est une société multiconflictuelle, avec plein de problèmes, et que l'assimilation, elle est très difficile. Surtout quand il y a des personnes qui font beaucoup plus d'enfants que d'autres. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je me représente seule en tant que personne du peuple avec mon expérience. Je viens d'un milieu modeste, j'ai été dans des établissements qui étaient très mal fréquentés, où il y avait beaucoup de personnes de l'immigration, mais j'ai fait avec, parce que j'ai quand même fait des belles rencontres dans ces lycées-là. Mais je veux dire, je reviens de très loin, je reviens d'un milieu où j'ai connu le multiculturalisme, je peux bien en parler vu que j'ai vu certains comportements qui m'ont scandalisée. Mais honnêtement, voilà, aujourd'hui, je ne me sens pas représentée. Je me sens représentée par moi-même, parce que je fais ce combat égoïstement. J'ai commencé sur TikTok parce que je sentais qu'en France, ça allait mal et qu'il fallait qu'il y ait des gens qui soient accessibles, qui puissent avoir un langage familier, un langage du peuple pour parler aux jeunes. Mais en soi, j'ai pas vraiment un programme idéal qui me convient en ce moment. Même si je voterai Marine Le Pen pour le moment, parce que pour moi, il y a une hiérarchie des choses à mettre en priorité, notamment d'ailleurs l'immigration, parce que pour moi, certes, l'économie c'est important pour un pays, parler du chômage, de l'écologie, mais pour moi le problème majeur c'est l'immigration qui me pourrit la vie en tant que femme, c'est l'immigration qui amène des hostilités dans le quotidien des Français, les gens qui crachent sur la France alors qu'ils bénéficient des aides et des formations alors que plein de Français n'ont même pas de formation alors qu'eux sont des gens exemplaires et des citoyens exemplaires, mais je trouve ça scandaleux. Donc je me représenterai comme une personne du peuple, avec sa façon de parler, son style, mais je reste moi-même en fait. On m'a demandé de me lisser plusieurs fois, d'essayer de me changer pour rentrer plus dans les normes, mais j'ai refusé de le faire. Je veux être sincère, je veux faire les choses comme je le désire. Certains me disent que je ne suis pas sincère, que je fais ça pour le buzz. Après c'est vrai, on n'a pas l'habitude de voir des filles avec mon style, je l'entends bien. Mais je veux dire, personne ne m'arrêtera de défendre la France. Personne ne m'arrêtera. Personne. Pour moi, c'est trop grave ce qui est en train de se passer. Que j'ai le style ou pas, que j'ai le bon langage ou pas, je continuerai à défendre ma patrie. C'est quand même le pays qui a accueilli mes ancêtres. Donc je me dois de le faire. Et surtout pour le bien de mes enfants, de mes futurs enfants. Si je veux avoir un avenir dans ce pays, il faut que je me batte maintenant. Et c'est pas dans 10 ans et c'est pas demain. Et les gens, s'ils ont un déclic, s'il y a des personnes de gauche qui ont envie de virer à droite et qu'ils ont un déclic du jour au lendemain, je ne vois pas pourquoi on devrait leur fermer la porte. Je ne vois pas pourquoi on devrait fermer la porte à des femmes qui ont eu des relations avec des gens de l'immigration extra-européenne et qui ont compris qu'il y avait des problèmes de culture. Je ne vois pas pourquoi ces gens-là devraient être exclus. Et je trouve que le problème des gens de droite, de certains, parce que pour moi les gens de droite sont des gens très respectueux, mais il y a une minorité qui exclut des gens parce qu'ils ont fait des erreurs de parcours. Et malheureusement, c'est ça qui nous freine en fait. C'est qu'on exclut trop de gens et en fait on finit minoritaire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question. On va en parler, vu que tu viens de l'évoquer, de ces éventuelles erreurs de parcours que certains t'attribuent. Oui, beaucoup même. Voilà, beaucoup même. Alors, je suis pas spécialiste de ton histoire, mais je vais vous la raconter. De ce que j'ai vu, en gros, ce qu'on te reproche, en grand 1, c'est d'avoir été avec un extra-européen en couple une fois. Pendant 4 ans. Voilà. Mais je l'assume, hein. Je tiens à préciser, je ne l'ai jamais caché, je l'assume. Alors juste, c'était de quel âge à quel âge à peu près ? C'était normalement de mes 18 ans à mes 21 ans. D'accord. Voilà. D'accord. Enfin, je l'ai rencontré un peu avant mes 18 ans, mais bon, c'était...
Voilà, c'était le début de mes 18 ans, fin de mes 17, D'accord. début de mes 18 ans. Donc on est restés 3 ans et demi, presque 4 ans ensemble. Ok. Et d'autre part, c'était d'avoir figuré dans un clip de rap. Exactement. Voilà, on a d'autres chefs d'accusation sur toi ou c'est tout? Je suis en train de réfléchir. Non, je pense que... Bon, ça, c'est les choses qui me sont reprochées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que je m'exprime pas assez bien, que j'ai pas un vocabulaire assez riche, que je n'ai pas de connaissances par rapport à plein de choses. Après, c'est vrai que lorsque tu fais des vidéos sur TikTok, tu te dis pas que dans quelques mois, tu vas finir par être interviewé et que tu vas devoir tenir des discours plus approfondis. Et donc forcément, c'est nouveau pour moi. Moi, de base, je parlais simplement à mon nom en tant que fille du peuple. Et c'est vrai que tout a changé d'un coup dans ma vie par rapport à plein de partages qui ont été faits. Et je parlais avec sincérité, avec mon cœur. Et aujourd'hui, on me demande d'avoir un discours d'intellectuel. Donc je fais en sorte de m'instruire davantage, parce que je veux dire, dans la vie on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre à mieux s'exprimer. C'est vrai que je fais des grosses fautes. Par exemple, hier j'ai fait une interview avec le collectif Némésis et je pense qu'il y a eu un quiproquo. Quand j'ai dit que je n'étais pas racialiste, je ne voulais pas dire forcément ce que des personnes ont pu croire. Je voulais dire qu'en fait en France je veux une majorité blanche, que je ne suis pas pour le fait que les gens ne se communautarisent pas et que je ne suis pas pour l'encouragement du prométissage, bien au contraire. Mais voilà, des fois, sur des définitions, j'ai pas les définitions exactes et ça peut me porter préjudice. Voilà. Oui, parfois, le fait de ne pas appartenir à un Et camp oui, à c'est ça. 100%, Des fois, parfois j'ai t'en du mal. exclus intégralement. Ça peut être un problème. C'est ça. Et parfois, on peut se dire que finalement, il n'y a pas tant d'opposition que ça. Par exemple, on peut être à la fois, je veux dire, assimilationniste et à la fois vouloir que le peuple historique français reste en grande majorité sur son Mais territoire. en fait, je pense que là où certaines personnes ne comprennent pas mon discours, c'est que je ne suis pas qu'assimilationniste. Je suis aussi pour une ethnie autochtone française blanche. C'est juste que, en tant que personne, j'ai quand même un minimum d'humanisme en moi. C'est juste que je ne me vois pas insulter une personne juste parce qu'elle est de couleur. C'est tout. Je trouve ça ridicule. Par contre, en France, bien évidemment que je veux préserver le peuple autochtone. Mais à côté de ça, je ne vais pas insulter des personnes de couleur pour faire plaisir à certaines personnes qui s'en réjouiraient. Déjà, c'est pas productif, c'est pas audible. Les gens ne t'invitent pas quand tu sors des propos aussi extrémistes. Donc en fait, je pense que c'est là où peut-être certaines personnes n'ont pas compris mon discours, mais je suis à fond pour une France blanche. Mais par contre, quand il y a des Jean Messia ou des Éric Zemmour, bah, je me dis qu'on peut faire des exceptions, comme Zineb El Razaoui. Ou Majid, je ne sais plus comment. Majid Oukasha. Oukasha, voilà, je trouve que c'est des personnes qui sont géniales, qui ont fait beaucoup de choses pour la France, qui prennent des risques pour nous alors qu'ils viennent d'autres pays ou qu'ils ont des origines extra-européennes. Et ces gens-là, ils ont fait le double de certaines personnes qui sont blanches de peau et qui sont, par exemple, un gauchiste qui est blanc de peau et qui est là et qui crache sur la France indirectement et qui contribue à tout ce progressisme qui détruit nos identités. Bah, je me dis qu'en fait, c'est pire une personne qui est blanche de plusieurs générations françaises qui fait ça qu'une personne qui n'est pas blanche et qui défend la France mieux que quelqu'un qui est français de plusieurs générations. Donc en fait, je fais la nuance des choses, mais je dis bien évidemment qu'il faut que la France soit blanche, comme je ne me verrai pas aller en Afrique et voir que des blancs. Ça, c'est tout à fait logique. Voilà. Tenez à détailler et appuyer bien sur ça quand même. Je trouve que c'est important que les gens comprennent bien mes nuances quand même. C'est ça, c'est que en fait, dans à peu près toutes les civilisations du monde, on reconnaît le droit de l'autochtone à rester chez lui maître. Mais bien sûr. C'est ça. J'avais vu Thaïs, je sais plus sur quelle interview elle a dit ça. Je crois que c'est sur l'interview, sa dernière interview d'aujourd'hui, hein, pour la journée de la femme. À un moment donné, elle a dit, parce qu'on habite dans la même ville, elle habite à Toulouse et moi aussi, elle a dit à un moment donné, je suis allée à l'université du Mirail et je me suis retrouvée la seule blanche dans une rame de métro. Mais je confirme, c'est dire, j'habite à Toulouse. Encore une fois, j'ai un privilège. J'ai les cheveux bruns, je suis typée, donc j'ai un petit peu la carte du privilège. Je passe partout. Moi, les extra-européens, si je ne dirais pas des discours comme ça sur les réseaux sociaux, ils ne m'insulteraient pas, ils ne me menaceraient pas. Je veux dire, j'aurais pu avoir une vie assez correcte, on va dire, et passer dans l'anonymat sans avoir de problème.
Mais j'ai décidé d'agir autrement, j'ai décidé de défendre mon pays, c'est tout. Donc j'en ai rien à faire, on va dire des répercussions, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Thaïs a raison, dans les villes comme Marseille, Toulouse, il y a beaucoup trop de remplacement ethnique. Et ce remplacement ethnique pose problème parce qu'ils nous imposent leur façon de vivre et ne respectent rien. C'est-à-dire qu'ils ne respectent mais strictement rien. Ils ne respectent pas la langue, ils ne respectent pas nos coutumes et... J'ai l'impression en fait que on est en train de se faire coloniser. Comme disait Éric Zemmour, nous subissons une colonisation sur nos sols. Et malheureusement, personne n'en parle. Apparemment, c'est normal. Certaines personnes vont nous dire que c'est le multiculturalisme, que le monde évolue. Mais comment ça se fait qu'il n'y a qu'en France, en Europe, où il y a ce genre de problème ? C'est ça, c'est que le monde évolue que dans notre civilisation. Voilà, le monde évolue qu'en Europe. Et encore, il y a des pays européens qui n'acceptent pas toute cette immigration que nous on accepte. Mais par exemple, en Asie, ils acceptent de l'immigration, mais déjà, ils acceptent de l'immigration de qualité. C'est-à-dire des gens qui viennent pour travailler, des gens qui viennent pour respecter le pays et pour s'assimiler à la culture. Et puis, ils n'acceptent pas toute la misère du monde. Ils acceptent un quota. Oui, et il n'y a pas d'allocation, il n'y a pas de naturalisation, ce qui fait qu'ils peuvent te virer quand ils veulent. Mais c'est pour ça que le droit du sol, il faudrait le revoir au mérite. Le droit du sol, ça se mérite. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent en France, ils se disent, c'est la fête, on arrive en France. Vu qu'on est né en France, eh bien, on pourra faire ce qu'on veut, vu que maintenant, les Français ne peuvent pas nous foutre dehors. C'est ça notre point faible dans notre constitution, c'est que les gens de l'immigration, en fait, ils se dédouanent de s'assimiler à la France et de respecter la France du moment qu'ils sont nés sur le sol français. Donc, leurs enfants ne vont jamais se comporter en tant que Français. Ils ne donneront pas des prénoms français à leurs enfants. On m'a reproché de dire qu'en France, on devait donner des prénoms français. Oui, je suis d'accord avec ce que je dis en fait. Pour moi, c'est logique. En France, quand tu habites en France, tu décides de faire partie commune de l'histoire française. Donner un prénom français, ça veut dire je fais partie de l'histoire française. Ça veut dire je veux faire partie de votre nation. Moi, personnellement, si j'ai des enfants et que je les fais naître sur le sol français, ils auront des prénoms français. Aujourd'hui, je trouve ça anormal que dans les classes, il n'y ait pas un prénom français. Il y en ait 3 sur 20, alors qu'on est en France. C'est-à-dire que c'est comme si je vais en Asie et je vois plein de personnes qui s'appellent Benoît dans les classes et 1 ou 2 personnes qui ont un prénom asiatique. C'est scandaleux. Il n'y a qu'en Europe où il y a ça. En plus, je vois beaucoup. C'est du délire. Je vois beaucoup un phénomène à chaque rentrée des classes, c'est des gens qui tweetent. Ça se passe sur Twitter principalement. Oui, ça m'avait énervé. Tu vois, tu sais, des gens parfois justement issus de l'immigration extra-européenne qui s'étonnent qu'il y a un Benoît, qu'il y a une Marguerite dans la classe. Comment tu peux t'étonner d'avoir des blancs tués dans un pays de blancs ? La France est un pays de blancs, d'accord ? Les gens de l'immigration, ça les énerve qu'on dit ça. Que la France est un pays de blancs, mais la France est un pays de blancs, l'Afrique est un pays de noirs. L'Arabie Saoudite est un pays d'Arabes. Le Maghreb est un pays de Maghrébins. On doit retrouver les autochtones. Pourquoi en France, on nous dit non, c'est raciste de dire qu'il faut retrouver les autochtones ? Non. Quand je vais en Asie, j'ai envie de retrouver des personnes avec le physique asiatique. Je ne veux pas retrouver une colonie de Portugais avec des restaurants qui vendent du bacalao de partout. Ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas-là, je ne prends pas de billet d'avion pour aller en Asie, pour retrouver des Portugais, par exemple. Je n'ai rien contre les Portugais, je reste les Portugais. Je vous adore, on est voisins, je suis d'origine espagnole. Ça fonctionne aussi avec les Suédois et les Français. Voilà, ça fonctionne avec les Suédois, avec les Maltais, avec les Russes, bref. J'ai pris l'exemple des Portugais parce que c'était... désolé les Portugais, vous avez pris pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en France, on nous reproche des choses qu'ailleurs, on ne reprocherait pas. Mais on nous impose vraiment la déchéance, quoi. On est la poubelle, on est la déchetterie. Je pense qu'il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a la Suède, il y a l'Allemagne. En fait, on est les pays où on reçoit la Belgique. Mais c'est surtout ce qui m'avait scandalisé. Oui, la Belgique aussi. Ce qui m'avait scandalisé, c'est qu'il y a quand même le roi du Maroc, il me semble, qui avait dit qu'il ne s'assimilerait jamais à notre C'était Hassan II dans une interview donnée à Anne Sinclair dans les années 80. Exactement. Voilà, il avait déjà prévenu, il avait dit ils ne s'assimileront jamais, ils ne seront jamais des Français exemplaires. Il avait bien dit, hein. Et ça date d'il y a... c'est comme Le Pen, Jean-Marie Le Pen, tout le monde se moquait de lui quand il parlait du fait qu'il allait avoir plus de mosquées, qu'il allait avoir un problème démographique, parce qu'ils font beaucoup plus d'enfants, parce qu'encore une fois, c'est des civilisations qui ne se comportent pas comme nous. Beaucoup plus de natalité. Donc, en fait, toutes les personnes l'avaient prédit, ça. Ces personnes-là ont été diabolisées durant des années. Aujourd'hui, on a juste le revers de la médaille. C'est tout. Et c'est scandaleux de voir que les gens laissent faire. À croire, ils veulent la déchéance de la France. Ils veulent que la France coule.
Et en fait, encore une fois, j'ai de la chance, je suis typée, encore une fois, j'ai la carte de l'immunité, mais je pense à des personnes qui sont claires de peau, qui ont le faciès français ou européen du Nord. Mais j'imagine le calvaire qu'ils doivent vivre. C'est-à-dire que soit ils doivent se désassimiler de la culture française pour adhérer à la culture extra-européenne, pour ne pas se faire blâmer, et donc encourager le pro-métissage et j'en passe. Soit ils sont comme nous, les personnes de droite, on revendique l'identité française, et dans ce cas-là, ils ont tous les geôliers sur eux. Et ils se font insulter, menacer. Et je pense pas que c'est une situation très confortable qu'ils désirent. Donc beaucoup s'abstiennent de parler, et malheureusement, quand on ne parle pas, rien n'agit, rien ne se fait. Donc on vit dans la peur dans ce pays, on vit dans la peur et la soumission. Je voudrais un petit peu tourner la page du racialisme avec une dernière question. Ah oui. Enfin, même pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Oui. C'est le fait que même certains racialistes de droite, qui sont critiques justement de l'assimilationnisme, Oui. vont dire la France en gros aux blancs, aux autochtones français, mais la plupart acceptent quand même, par exemple, Zemmour. Mais en fait, les Français ne sont pas racistes. Non, ils sont pas anthropologiquement racistes, ouais. Ils sont pas anthropologiquement racistes. J'ai jamais vu un Français raciste. Ils ont des... En fait, on préfère les nôtres, c'est normal. Chaque civilisation préfère les siens. Je vais sauver les miens avant les vôtres, gros. Sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres, gros. C'est le programme des Le Pen. C'est tout à fait logique. Par exemple, moi-même, je suis d'origine espagnole italienne. Je préfère les miens. C'est tout à fait logique. Mais j'ai une civilisation qui est en adéquation avec la façon et la manière de faire à la française. On est assimilable. Il n'y a pas eu de problème avec les Européens. L'immigration européenne n'a jamais posé de problème au niveau de la religion. Il n'y a pas eu d'attentat chrétien, à ce que je sache, à part à l'époque du Moyen-Âge. Mais on a évolué, Dieu merci. Je veux dire, c'est normal de préférer les siens. C'est tout à fait normal, c'est humain. On se regroupe entre personnes qui se ressemblent. C'est logique. Alors, on ne peut pas reprocher ça à des gens. Et chaque civilisation agit de la même manière. Donc, on le voit très bien. Ils sont très communautaires, les autres peuples. Pourquoi nous, on n'est pas communautaires ? Parce qu'on a tout fait pour qu'on se sépare. On nous a dit, en fait, c'est simple en France. Soit vous défendez la France et vous êtes insulté de facho, de xénophobe. Et dans ce cas-là, vous allez avoir des problèmes avec la justice. Et vous allez avoir des problèmes pour votre vie au quotidien. Soit vous décidez de délaisser la France et de partir sur le monde des bisounours, peace and love, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, les êtres sont interchangeables, et donc vous vous désassimilez de la culture française et vous partez sur la culture extra-européenne. Sauf qu'en faisant ça, ils vendent le pays à d'autres cultures. Ils ne respectent pas les anciens qui se sont battus pour la France, ils ne respectent pas la grandeur de la France. D'ailleurs, on le voit bien, l'architecture française, elle est en train de se casser la gueule. On est passé du château de Versailles à des conneries... qui ne ressemble à rien. J'appelle pas ça de l'art. L'art, avant, c'était quelque chose de beau, de grandiose. Aujourd'hui, l'art, c'est quoi ? Ça, ils vont te dire que c'est de l'art parce que c'est signé quelqu'un qui est riche, quoi. Ou un artiste va dire, ça, c'est de l'art parce que moi, je suis un artiste et j'ai mis mon petit gribouillis et ça, c'est de l'art. Je veux dire, le progressisme, en fait, ça a tout déstructuré dans notre pays, que ce soit au niveau de nos racines, que ce soit au niveau de nos monuments, de nos édifices, que ce soit... au niveau même de nos publicités. Nos publicités, qu'est-ce qu'elles nous vendent ? Elles nous vendent un monde faux. Il n'y a rien de vrai. On vit dans un faux monde. On vit dans une utopie. Ce que j'admire chez les civilisations asiatiques, c'est qu'eux vivent dans le réel, en fait. Ils ont un mouvement de pensée, je ne sais plus comment il s'appelle. Le shintoïsme non, c'était pas ça. Ils vivent dans le réel. Ils ne s'inventent pas des confucianisme. C'est ça, il me semble. Ils ne s'inventent pas des faux problèmes. Nous, on a des vrais problèmes, on nous en invente des faux. Pour pas qu'on... En fait, j'ai l'impression qu'ils évitent la guerre civile ou qu'ils évitent les émeutes en nous faisant des faux problèmes pour repousser les vrais problèmes que nous subissons et qui ne sont pas utopiques et qui sont de la réalité. Et aujourd'hui, dans les publicités, on nous vend le pro-métissage, c'est-à-dire on nous force en fait à nous métisser. On ne sait pas pourquoi. Il faut toujours qu'on nous mette de la diversité dans toutes les pubs pour faire plaisir. Est-ce que dans d'autres pays, je vais dire, on nous met de la diversité pour faire plaisir ? Est-ce que la discrimination positive, ça sert à quelque chose ? Non, je pense pas. Est-ce qu'embaucher une personne parce qu'elle est de couleur, même si elle est nulle, pour faire plaisir à un certain quota, c'est logique ? Non. On embauche des personnes parce qu'elles ont des compétences. On n'embauche pas une personne parce qu'elle a un surpoids ou parce qu'elle est de couleur. Enfin, je veux dire, cette société, c'est comme donner des diplômes à tout le monde pour mettre les gens au même niveau.
En fait, il n'y a plus cette culture du mérite. On se bat pour avoir ce qu'on mérite. Aujourd'hui, c'est tout le monde à la même enseigne, c'est-à-dire qu'un mec qui se casse le cul pour travailler, eh ben, il va avoir le même rendu qu'un mec qui n'a rien foutu. Il n'y a plus de culture du mérite et du coup, les gens n'ont plus envie de rien faire, n'ont plus envie de bosser. Ça crée une société de dépravés, de feignants. Et malheureusement, on arrive dans une ère mondiale pitoyable. Voilà. Je voudrais juste m'arrêter 2 secondes pour te dire que tu t'exprimes assez bien. Bah, merci. Contrairement à ce que pas mal de gens peuvent dire. C'est mon style vestimentaire qui, je pense, les freine et le fait que je vienne d'un milieu assez modeste, peut-être, j'en sais rien. Ben, sache que j'ai connu des gens qui s'exprimaient beaucoup moins bien, en tout cas. Ça me rassure. Tout à l'heure, tu as évoqué un petit peu ton style atypique, on va en parler. Oui. Et je voudrais enclencher une discussion qui, selon moi, est centrale sur la manière de faire la droite aujourd'hui en France, en Europe, au XXIe siècle, dans les années 2020. En fait, pendant assez longtemps, on a eu des cuistres de salon, c'est-à-dire des gens qui étaient vraiment des encyclopédies mentales, mais qui faisaient beaucoup trop salonnard. C'est-à-dire qui, justement, alors ils étaient capables de faire vraiment des conférences pas préparées, de tête, comme ça, hop, pendant 3 heures, sur un sujet de niche, un truc. On va te faire une conférence de 5 heures sur la révolution conservatrice allemande, tu vois. Et alors, va y avoir 200 gars qui vont se dire « Ah, incroyable, une conférence sur la révolution conservatrice allemande ». Et du coup, voilà, tu vas avoir 200 gars qui vont regarder ça, qui vont être contents. Alors, ils sauront tout sur la révolution conservatrice allemande ou sur je sais pas quel autre sujet qui intéresse certaines personnes. Mais je veux dire, tant mieux si ça les intéresse, vaut mieux être élitiste. Mais à la fois, je veux dire, à l'échelle nationale, ça touche qui ? Tu vois, ça touche ceux qui sont déjà convaincus. Exactement. Et finalement, pour convaincre les gens, est-ce qu'il ne faut pas être plus axé sur la forme que sur le fond ? Parce que finalement, en fait, c'est du marketing politique. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à pas mal de personnes, c'est qu'aujourd'hui, tout est marketing. Tout est visuel. Il faut que les gens accrochent dès la première seconde. C'est-à-dire que beaucoup de personnes me disent, elles jouent de son physique pour faire passer des idées. Mais bien évidemment. Mais qui peut nier aujourd'hui que l'esthétique compte ? En fait, j'ai l'impression qu'on se voile la face. Bien sûr que l'esthétique compte, bien évidemment. Bien évidemment que la forme compte. Alors moi, ma forme, bien évidemment qu'elle ne plaît pas à tout le monde, j'en suis consciente. Mais ma forme intrigue. Ma forme, ma façon de faire fait retenir des gens. Sauf que le message qui est derrière mes vidéos, c'est le même que les personnes qui n'aiment pas ma forme. Donc au final, ça sert à quelque chose, parce que ça rameute des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas parce qu'ils disent c'est issu du progressisme, elle est tombée dans ce progressisme, ça fait mauvais genre, ça salit la droite. Limite, elle prostitue nos idées avec sa façon d'être. Mais j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, le plus important dans l'heure actuelle, c'est de ramener des gens à notre cause. Et si je peux ramener des gens en ayant une façon d'être qui me correspond, parce que d'ailleurs, je ne me force absolument pas à faire cette forme-là, parce que je suis comme ça. Mais je veux dire, les gens aujourd'hui, ils n'ont pas envie de se casser la tête à regarder des conférences de 2 heures. Les intellectuels, oui. Les gens qui sont convaincus, oui. Moi-même, je peux écouter Zemmour pendant 2 heures, je me régale. Je peux écouter du Julien Rochdy, il n'y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui n'est pas de nos idées et qu'on a besoin, on a besoin de le convaincre, eh bien cette personne-là, il va falloir qu'il s'attache, il va falloir qu'il accroche à la vidéo dès les premières secondes. Et pour ça, il va falloir miser sur quoi ? Sur le visuel, sur la musique, il va falloir donner quelque chose d'entraînant. On est issu quand même d'une société, je suis désolée, progressiste. On peut prendre des choses du progressisme pour servir notre cause. Il n'y a pas que du mauvais dans la modernité. Et moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est qu'on peut être une fille qui utilise des stratagèmes du progressisme, mais à côté de ça, une fois qu'on sera tous ralliés à la bonne cause, on pourra refaire un pas en arrière et ramener des bonnes causes honorables. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se serve de ça pour... En fait, j'appelle ça une taquilla progressiste. C'est mon terme. Je fais une taquilla progressiste, en fait. Je me sers des codes du progressisme 2.0 qui sont minables, dont j'en ai conscience, pour ramener du monde. Et une fois qu'on aura ramené assez de monde, on pourra laisser tomber toutes ces conneries et revenir à une belle France avec des valeurs.
mais il faut se servir des armes pour qu'elles se retournent contre elles-mêmes, vous voyez? Et ça, c'est intelligent. Mais ça, les gens, ils l'ont pas compris, en fait. T'as évoqué Julien Rochdy, je trouve qu'il est un petit peu à la croisée de ses chemins, c'est-à-dire que pour le coup, lui, il est capable de faire une conférence de 3 heures, il l'a fait sur Nietzsche, il en a fait une récemment sur Nietzsche et le christianisme, que j'ai pas regardé d'ailleurs, honte à moi, faudrait que je le fasse. Mais à la fois il soigne cette esthétique, enfin je veux dire honnêtement il est assez beau gosse, tu vois. Mais il présente très bien, il a raison. De toute façon, la nature l'a bien fait, mais tant mieux pour lui. Si regarde cette vidéo. Et aussi j'aurais envie de dire que t'es encore assez jeune. Tu peux encore, tu vois, te cultiver et à la limite affiner un petit peu ton discours au fil du temps et être capable peut-être dans je sais pas, dans 5 ans de faire une conférence de 3 heures sur un sujet que t'auras bien bossé parce que t'auras lu 5-6 livres sur le sujet, voilà. Après, il faut savoir que dans ma vie, je n'ai jamais été studieuse, moi et l'école. C'est-à-dire que ça allait jusqu'en seconde. Je suis allée jusqu'en seconde générale, j'étais une bonne élève jusqu'en seconde. Puis après, j'ai décroché scolairement parce que je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à accrocher. T'as fait des études dans le supérieur après le bac ou pas ? Non, j'ai travaillé. J'ai travaillé directement. Moi, l'école, encore une fois, je ne me sentais pas à l'aise à l'école. Les sujets ne m'intéressaient pas. J'étais pas dans des lycées qui me donnaient envie de continuer. Mais je me suis toujours reposée sur mes acquis dans ma vie. Tous mes professeurs me disaient tu pourrais être une meilleure élève, tu en as les capacités, mais tu te reposes trop sur tes acquis. En fait, j'étais clairement une glandeuse, faut dire ce qui est. Je n'ai jamais ouvert un livre. Pour les contrôles, je n'ouvrais rien. Je me contentais en fait du minimum. Bon, après, j'ai réussi à avoir le minimum, les diplômes qu'il fallait. Mais ce que je veux dire, c'est que je peux m'améliorer. Mais c'est vrai que quand ça ne m'intéresse pas, je ne m'en donne pas les moyens. Mais là, ma cause m'intéresse. Donc là, j'ai envie de m'en donner les moyens. J'ai envie d'affiner mon discours. J'ai envie d'avoir des mots plus éloquents, d'avoir un vocabulaire plus enrichi. Je me suis même commandé plusieurs livres parce que je déteste lire, je tiens à le dire. Je déteste ça. Mais étonnamment, il y a un livre de Renaud Camus, Le Grand Remplacement, que je trouve superbe. Je l'ai pas lu, moi. Il est génial, j'ai accroché de suite. Alors d'habitude, quand je lis un livre, je mets du temps à accrocher. Je me dis, bon, il va en venir où là? Parce que c'est comme dans un film, je me dis, bon, c'est quand la scène, l'élément déclencheur? Et étonnamment, je me suis surprise avec Renaud Camus, d'ailleurs, que j'embrasse. Et du coup, je me dis qu'à force de lire des livres d'intellectuels, je vais enrichir mon vocabulaire et je ne chercherai pas mes mots. Et ça fera plus discours de qualité, on va dire, voilà. T'as lu quoi comme livre récemment ? Alors là, je me suis acheté Mélancolie française d'Éric Zemmour, Le suicide français d'Éric Zemmour, bien évidemment. Papacito. Je me souviens plus des titres, j'en ai pris 2 de Papacito. Après, j'ai pris un livre sur le patrimoine français. Parce qu'aussi, on m'a reproché de ne pas être assez calée en art français. Ah, excusez-moi, je suis une personne du peuple, j'ai visité des châteaux dans ma vie, j'en ai visité, mais je ne me suis pas, on va dire, penchée sur les spécificités de l'art français, vraiment en détail. Mais je vous promets que je vais faire des efforts pour ça. Mais vraiment, le plus important pour moi, c'est défendre l'identité française, l'ethnie autochtone française, les mœurs françaises. Parce qu'aujourd'hui, on subit une colonisation. Voilà. Et j'ai pas envie de vivre dans un autre pays en France, en fait. J'ai pas envie de migrer ailleurs, en fait, non plus. J'ai pas envie que ce soit à nous de partir. Voilà. Parce qu'on ne reconnaît plus notre chère France. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que c'est censé. Dans toutes tes vidéos, tu montres ta tête. C'est un choix que certains font. Enfin, je voudrais dire. Oui, je montre ma tête. Là, pour le coup, tout le monde a vu ma tête. Ah, tout le monde a vu ta tête, ça c'est sûr. Oui. À l'inverse, moi, du moins pour le moment, j'ai fait le choix jusqu'ici de ne pas montrer ma tête. Eh bien, tu devrais. Dans mes vidéos. Tu penses que je devrais ? Oui, tu devrais montrer ta tête parce que déjà, tu présentes bien. Ah ouais ? Alors, je fais des compliments, c'est rare. D'accord. Donc tu présentes bien, donc je vois pas pourquoi tu montrerais pas ton visage. Okay. Et puis ne pas montrer son visage, ça montre aux gens qui sont nos ennemis qu'ils ont gagné, entre guillemets. Parce qu'ils voient qu'on a peur. Il faut affronter sa peur. Moi au début je me disais quoi ? Je me disais je vais me rétracter. Je vais tout arrêter, je vais me rétracter. J'ai pas envie de mourir jeune. J'ai envie d'avoir une vie de famille. J'ai 24 ans, il faut que je me trouve un chéri, il faut que je bâtisse mon foyer.
Est-ce que je vais réussir à avoir une vie de famille après mes prises d'opposition? Est-ce que je vais retrouver un travail? Voilà, je me suis posé plein de questions et puis je me suis dit, et puis merde, on n'a qu'une vie, on a un combat, la France est à l'agonie, donc il faut faire deux choix. Soit on se soumet et dans ce cas-là on aura des regrets toute sa vie et je ne pourrai pas me regarder dans un miroir, je me dirai, je suis française et en fait j'ai laissé faire ça sous mes yeux. Donc c'est-à-dire que je vais offrir à mes futurs enfants une France comme ça, une France poubelle, une France où ma fille ne pourra pas sortir comme elle le désire, une France où je devrais m'adapter à une culture archaïque que je ne désire pas. Parce qu'ici, c'est le pays des libertés. Mais c'est pas non plus le pays où on doit profiter et salir. Et non, je me suis dit, tant qu'à prendre ce risque, je vais le prendre. Et tant pis, adviendra ce qu'il adviendra. Et aujourd'hui, je me dis que ce sera mon destin. Et que, de toute façon, les vainqueurs, c'est ceux qui continuent. Et même après tout ce bashing que j'ai subi, malgré toutes les insultes, toutes les critiques que je subis au quotidien, les dénigrements, les caricatures, les reprises de mes vidéos pour se moquer de moi, elle ne parle pas bien. Oh, regardez, elle ne sait pas s'exprimer. Je m'en fous. Je fais ça pour moi, je suis égoïste, je fais ça pour moi, je fais ça pour mon avenir. Donc, on peut pas se permettre de s'arrêter sur les critiques, on peut pas se permettre en fait de se cacher. Donc, je t'encourage à te montrer et d'affronter tes peurs. Et je pense que si on est plus nombreux à faire ça, déjà, dans le cas adverse, ils vont se dire, oula, il y a eu du changement chez les gens de droite. Et c'est ça qu'il faut. Et je vais le faire. C'est une très bonne Je initiative. vais le faire, je comptais le faire déjà dans les prochaines semaines, pendant le mois de franchement, mars. je pense que le fait que tu montres ton visage, ça va donner encore plus envie aux gens de te suivre. Parce que là, en fait, ils voient que tu interviews, mais ils voient pas qui tu es. Et je pense que le jour où ils vont voir ton visage, ils vont s'accrocher à une personnalité, à une personne, et ça va les faire rester. C'est-à-dire que quand tu montres pas ton visage, tu sais pas qui est derrière. Alors quand quand la personne va voir ton visage, il va y avoir une connexion. Ils vont se dire, les gens, il y a encore une personne qui se montre aussi. Ah tiens, peut-être que moi je serai le prochain à le faire. En fait, plus on sera nombreux à montrer nos visages, et plus les gens de gauche vont se dire, mais avant ils ne le faisaient pas, c'est bizarre, l'heure est grave. Et c'est ça qu'il faut. Il faut qu'ils se disent, oh, les Français ils en ont marre. Les Français ils en ont marre. Et plus on sera et nombreux... non, plus rien à perdre, surtout ils n'ont plus peur. C'est ça, plus on sera nombreux, moins on aura de problèmes à le faire. C'est ça. Tu vois, parce qu'à la limite, il y a quelques années, ça pouvait être vraiment problématique par rapport aux antifas, tu vois, qui pratiquent le doxing, tout ça. Moi, je vais te dire un truc. Tu as vu ce que je me suis reçue? Ouais, à peu près. Tu peux pas avoir pire que moi. Alors, tu peux te lancer. Hein? Moi, j'ai été bâchée, et encore aujourd'hui. Donc, je pense que si je suis encore là et que je continue, tu devrais te dire que toi, tu peux le faire. D'accord? Parce que moi, encore, j'avais le clip. D'accord? C'est une casserole. Entre guillemets, c'était une casserole. Tu le referais pas aujourd'hui, ça? J'ai arrêté. J'ai décidé d'arrêter de travailler dans l'événementiel. Tout simplement parce que ça n'est pas compatible avec la métapolitique. D'accord. Ce clip, je l'avais fait de bon cœur il y a 2 ans parce que la personne m'a contacté. Du coup, je me suis dit, pourquoi je vais refuser? La personne elle m'a contacté, elle est sympathique. Ça va faire quelque chose en plus dans tout ce que j'ai pu faire. T'avais déjà nos idées à peu près à cet âge-là? Alors, oui. J'avais ces idées. Mais à ce moment-là, je me disais encore que je pouvais pas mettre tout le monde dans le même panier, en fait. Je me disais, tu peux pas être trop extrême dans ton discours. Tu peux pas, en fait, avoir ce discours encore publiquement sur les réseaux. Je me disais, en fait, que vu que je connaissais des gens d'immigration extra-européenne qui se comportaient bien, que je ne pouvais pas, en fait, oser faire ce genre de choses, de dire ce genre de choses. Aujourd'hui, en fait, je me dis que les gens qui m'ont connue avant vont venir... en fait, ils vont se dire ouais, elle nous aime pas, ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai envie de dire à ces gens que j'ai connus dans ma vie et qui se comportaient bien avec moi et qui ont été mes amis, mais je ne parle pas de vous quand je parle de l'immigration extra-européenne. Je ne parle pas de vous parce que sinon je serais jamais restée avec des gens comme vous. Quand j'étais au lycée, je restais avec une personne qui était de confession chrétienne et qui était d'immigration extra-européenne. Cette fille-là, elle est adorable. C'est pas ces gens-là que je blâme, mais c'est des gens de leur communauté qui foutent le bordel et qui sont vraiment majoritaires, qui respectent rien, qui crachent partout, qui volent, qui dealent, qui terrifient nos femmes. Mais j'ai quand même eu des gens de l'immigration qui ont été des personnes que j'apprécie et qui ont fait des bonnes choses pour moi. Donc c'est délicat. C'est délicat d'avoir ce genre de discours parce qu'il y a des personnes qui m'ont aimé, qui m'ont apprécié dans le passé et qui peuvent se dire « Elle me déçoit, Estelle. Elle me déçoit avec son discours. Moi, je l'aimais bien, cette fille-là. » Et j'ai des messages de personnes qui me disaient « Mais Estelle, pourquoi tu dis ça? Nous, on t'aimait bien. » Mais je leur dis « Mais vous n'avez jamais imposé quoi que ce soit en France. Vous n'avez pas craché sur la France. Mais
voyez bien que dans vos communautés, ils ont quand même vous avez pas mal de personnes qui sont détestables, qui sont ingrates. Alors ça, ils peuvent pas me dire le contraire. Mais c'est vrai que j'ai toujours peur de blesser des gens que j'ai pu côtoyer qui ne m'ont rien fait. Mais bon, je ne vais pas m'empêcher de dire qu'il y a des problèmes parce que j'en ai connu qui étaient des gens bien. Je peux pas. Donc, c'est un risque à prendre et la vie est un risque. Donc, il faut vivre sa vie à fond et se battre pour ses convictions. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, il faut parler à visage découvert. Très bien. Bah, je comptais le faire, mais je voulais avoir ton aval avant, ça m'importait beaucoup, hein. C'était très important. Si tu m'avais dit non, tu vois, là, je me serais dit... Non, mais je t'aurais jamais dit non. Je ne t'aurais jamais dit non. Non, mais ça fait plus de personnes. Tu sais, moi, je suis pas égocentrique dans le sens où... Comment te dire ? Comment pourrais-je dire ? Il y en a, ils aiment bien mettre les causes que sur eux. Moi, plus il y a de monde, mieux c'est, en fait. J'ai pas envie de me dire... Oui, non, mais de toute façon, on n'est pas en concurrence. On n'est pas en concurrence, j'aime pas la concurrence. Je ne veux pas de concurrence. C'est moisi, c'est pourri, c'est nul. Il faut qu'on soit nombreux, c'est tout. C'est le nombre qui fait la force. On n'est pas nombreux, donc forcément, il y a des gens qui parlent au nom de tous. Mais plus on sera nombreux, et mieux ce sera pour faire porter nos idées. Et moins on nous caricaturera, on ne nous dira pas que ce sont des fausses statistiques qu'on nous donne par rapport aux personnes, par exemple, qui ont voté lors du sondage, c'est chez Cyril Hanouna, quand les Français avaient voté à majorité contre la dissolution de GI. Combien de personnes ont osé dire que c'était des faux sondages? Beaucoup. Mais le jour où ils verront qu'il y aura plein de personnes sur YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gauchistes, mais il n'y a pas assez de droitards. Les gauchistes, il y a les intellectuels gauchistes, mais il y a aussi les gauchistes comme moi, hein. Il y en a beaucoup plus que des droitards, donc en fait, c'est un petit peu le constat que je fais par rapport à la gauche. Moi, je définis 2 types de gauche, principalement sur Internet. Ouais. C'est d'une part la gauche consciente et d'autre part la gauche ambiante. Sauf que, en fait, je vais t'expliquer. La gauche consciente, c'est celle qui va être justement capable d'expliquer en 2 heures... voilà pourquoi Trotsky c'était très bien, etc. Voilà, ça va être ça. Pourquoi Mao c'était super, ce genre de truc. Et là, ça va être vraiment l'élitisme. Là, on va lire des bouquins qui font 1000 pages sur l'histoire de la gauche, machin. On va s'intéresser à toutes les divisions de l'anarchisme, du libertarisme, voilà, Proudhon, machin. On va regarder tout ça, cette gauche du 19e siècle. Et là, ça va être des gens de gauche qui vont être vraiment à la pointe, quoi. Mais ce qui nous fait le plus de mal, en fait, c'est justement la gauche un petit peu vulgarisée, c'est la gauche de tous les jours, c'est la gauche qui fait de la sensibilisation plus que de la conscientisation. Ça va être des vidéos, on va te bombarder, tu vois, de vidéos de 3 minutes qui vont te faire comprendre sur un sujet que voilà, faut y être sensible parce que ceci, parce que cela. Tu vois, t'auras pas appris grand chose, même globalement, t'auras rien appris. Mais chez les gauchistes, on n'apprend pas grand chose. Voilà, c'est ça, mais t'auras surtout été sensibilisé en fait. Et ça va être ça va être les vidéos qui vont faire, je sais pas, 1 million, 2 millions de vues. Tu vois, toutes les interviews chez Combini, ça va être ces trucs-là. C'est tout ce soft power en fait qui nous fait le plus de mal, plus que à la limite les intellectuels de gauche très développés qui travaillent. Et pourquoi Parce que c'est accessible à la jeunesse. Donc la jeunesse, ils ont très bien compris où était le marché. C'est la jeunesse. Et vu qu'on a abruti la population, et oui, on a abruti la population, on nous a rendus de plus en plus médiocres. Moi-même, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je disais j'ai été victime de l'idiocratie en marche. C'est-à-dire qu'on a baissé le niveau scolaire pour faire plaisir à tout le monde, pour faire croire à tout le monde qu'il était intelligent. Et il n'y avait plus cette culture du mérite en mode il faut s'arracher pour avoir des bonnes notes. Et du coup, en fait, on nous a tous donné les diplômes comme ça, sans rien faire. Et malheureusement, aujourd'hui, les jeunes... ils n'ont plus envie de s'instruire sur des conférences de 2 heures. Donc en fait, ils ont très bien compris que plus les gens étaient bas au niveau du quotient intellectuel, et encore, c'est pas une notion, c'est pas vraiment le quotient intellectuel qui est bas, c'est le fait que les personnes ne sont plus habituées à lire. Moi-même, à la première, ne sont plus habituées à avoir une rhétorique, à faire de la sémantique, à parler correctement, à avoir des analyses. Ils sont plus habitués à réfléchir parce qu'on nous occupe tout le temps avec la télé, avec le travail. En fait, on réfléchit plus, on est des robots. Et malheureusement, en fait, en baissant le niveau intellectuel, en fait, il y a que les médias comme Combini, tout ça, qui marchent. Et donc, les mecs de gauche qui sont à peu près moins pires que les personnes qui font de la sensibilisation 2.0 de gauche, eux, ils font beaucoup plus de vues, en fait. Ils font beaucoup plus de vues. Et TikTok, en fait, beaucoup critiquent TikTok, mais en fait, c'est la meilleure arme,
Excusez-moi, mais quand le niveau descend, en France, on n'est plus au niveau des Lumières, hein. On n'est plus à l'époque où les personnes écrivent à la plume, sur du parchemin, hein. C'est fini tout ça, hein. Aujourd'hui, bon, il y en a qui sont très bien, hein, des personnes qui parlent très bien, mais la plupart des gens aujourd'hui ne connaissent pas le français ancien, le français soutenu, non pas une adaptation de concentration comme avant. Donc forcément, il faut utiliser le progressisme pour faire retourner le progressisme dans sa tombe. Et c'est ce que je fais. Ne pensez pas que je suis si bête que ça. Et j'appelle ça la taquilla progressiste, encore une fois. Mhm. Bah, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Tu trouves qu'on est en train de faire une bonne interview là? Oh oui. Ouais, on est Oui. pas mal, on est bien. Bah, j'aime bien le décor, je sais pas, j'aime bien les questions. Ok. Après, on fait du mieux qu'on peut, on improvise. Il faut savoir qu'on n'a pas préparé l'interview avant, parce que je repars demain sur Toulouse, donc on a fait l'interview Ouais, au j'ai dernier moment. même pas préparé mes questions. Voilà, il n'a pas préparé ses questions. Moi, je suis arrivée. Je lui ai dit, bon, écoute, j'accepte ton interview. C'est toujours une interview pour me faire entendre, hein, il ne faut pas refuser, surtout que je ne vais pas souvent à Paris. Mais non, elle se passe très bien, l'interview. J'ai du bon champagne, en plus. Je bois pas d'habitude, hein. Je ne bois pas d'alcool. Mais pour l'occasion, je savoure, voilà. Comment toi, tu vois ton propre avenir? Je veux dire, est-ce que tu vas continuer à faire ce que tu fais sur Oui. TikTok? Oui. Ou est-ce que tu vas essayer d'autres formats, par exemple, je sais pas. Alors là, je vais continuer sur TikTok encore. Mhm. Voilà. Je vais améliorer ma chaîne YouTube, je vais m'acheter du matériel de qualité. Je vais faire des vidéos plus approfondies, je vais essayer d'améliorer mon lexique, d'améliorer mes rhétoriques, essayer de ne pas me répéter. On m'a souvent reproché de me répéter, d'aborder les mêmes thématiques. Vaut mieux se répéter que se contredire. Oui, mais le problème, c'est que c'est pas que je me contredis, c'est que les définitions que j'ai ne sont pas les définitions que je pensais être. C'est différent. D'accord. Par exemple, encore une fois, sur l'interview que j'ai fait avec le collègue Cinémésis, pour moi, racialiste, en fait, je pensais pas que ça voulait dire ce que les gens m'ont dit. Donc, en fait, vu que j'ai pas employé le bon terme, ils ont cru un truc qui était pas forcément ce que je pensais. Et du coup, il y a eu un quiproquo. C'est pour ça que c'est hyper important aussi d'être à cheval sur vraiment les définitions des mots. Mais oui, mais il faut essayer d'aborder plusieurs thématiques différentes, sinon le public se lasse. Il faut essayer de pas trop poster tous les jours non plus. Moi, j'avais tendance à poster. Mais il faut avoir un petit peu un rythme. Il faut habituer les gens à un rythme. Mais apporter de la nouveauté. Mais surtout, se montrer et faire amener du monde. C'est surtout ça le plus important. C'est clientéliser les gens dans nos mouvements d'idées et les amener à ce qu'ils n'aient plus peur et à ce qu'ils se montrent et à ce qu'ils viennent aux manifestations et à ce qu'ils se bougent surtout, qu'ils arrêtent d'être passifs, qu'ils arrêtent d'être silencieux. Parce que c'est bien de soutenir derrière un écran, mais il n'y a rien qui va changer. On va pas faire une révolution à 2 ou à 3, c'est pas possible. Après, j'appelle pas la guerre civile, attention, hein, je vois venir certaines personnes, mais à un moment donné, c'est simple, c'est soit on se soumet et on vit plus à la française et on verra plus de français bretons ou normands ou du Gers ou j'en passe, autochtones, et dans ce cas-là on vend la France au multiculturalisme, et dans ce cas-là on insulte le patrimoine français, on insulte Charles Martel, on insulte Jeanne d'Arc, on insulte toutes ces personnes-là, Louis XIV, Napoléon Bonaparte. Soit on insulte toutes ces personnes en baissant les bras et en se soumettant et en montrant qu'on a peur, soit on ouvre tous nos bouches, excusez-moi de la vulgarité, et on se relève, la tête haute, on fait face aux critiques comme je fais face aux critiques, et on se dit, on s'en fout, il y a un pays à sauver, on relève la tête, on se dit peut-être qu'on n'a pas eu un parcours de droite depuis toujours, mais il n'est jamais trop tard pour se remettre en question, le pays va mal, on continue, on avance, on est des gagnants, on n'est pas des losers. Et je pense qu'il faut qu'on parte dans une dynamique de vainqueurs. Et les vainqueurs, il faut qu'ils tracent leur objectif et qu'ils y aillent. Ils n'écoutent pas. Il ne faut pas qu'ils écoutent. Il faut juste qu'ils regardent l'objectif. Et moi, c'est ce que je fais. J'écoute pas les critiques. Au début, ça me faisait mal. Aujourd'hui, je les regarde même plus. Je les regarde plus parce que c'est pas constructif. En fait, il faut des critiques constructives, mais pas des attaques personnelles. Les attaques personnelles, on s'en fout. Sur la façon de s'habiller, de se maquiller, sur la façon de parler. Encore la façon de parler, si, ça peut être pris en considération. Mais ça, on s'en fout. Venir chercher dans les archives des personnes, oui, mais dans le passé, nanana, elle était comme si lui, il était de gauche. On s'en fout. Le moment, c'est... Le plus important, c'est comment est la personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle en a tiré de son vécu, pourquoi elle en est venue à avoir ces idées. On s'en fout que le déclic ait pris 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois. L'essentiel, c'est que la personne a compris qu'il y avait un problème en France et qu'elle veut la sauver. Donc aujourd'hui, arrêtons ce
ce gnangnan là de dire non mais lui il était de gauche, on le veut pas, oui elle est sortie avec ci, on le veut pas. Aujourd'hui on a un combat à mener, si on veut mener ce combat, il faut arrêter d'exclure des gens et il faut regarder devant, voilà. Ouais. Mais je veux dire, tu vois par exemple, je sais pas si tu vois qui est Missor, qui est un artiste sur Nice, dont on a déjà fait la promotion. Il avait fait un buste de Nietzsche, un buste de Napoléon. Il travaille avec Barbare Civilisé, qu'on a déjà interviewé sur la chaîne. Peut-être que je vois qui c'est, mais là ça me dit rien. Enfin bref, il fait ce que j'appelle du positivisme de droite. C'est une position que je préfère. Il faut positiver toujours. C'est-à-dire, au lieu de dire je critique machin, on va faire du français, on va faire de l'européen, on va faire du civilisationnel en fait. Bien sûr. Au lieu de se plaindre qu'il y ait de l'art contemporain de mes voilà, on va faire de l'art comme il faut. Voilà. Et il fait ça, et faut savoir que Missor avant. Il était à fond dans l'anarchisme de gauche. Je prends quelqu'un d'autre qui est très cher à notre camp, tout simplement Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a voté Mitterrand en 81, il a voté Mitterrand en 88. D'accord ? Faut le savoir, ça. Ah bah je savais pas. Il est jamais trop tard pour se retourner. T'as 24 ans, t'es encore assez jeune pour avoir vu cette red pill en fait. J'ai l'impression, à écouter certaines personnes, que j'ai gâché ma vie. J'ai 24 ans, j'ai gâché ma vie parce que en fait, je n'ai pas tenu ce discours-là depuis toujours. Mais sachant que je n'en pensais pas moins, c'est juste que je n'osais pas le dire publiquement. Mais en fait, le truc, la chose qui porte à quiproquo, c'est qu'en fait, du moment qu'une personne te voit avec un extra-européen sur une photo, cette personne pense de suite que tu as trahi ton camp. Même si c'était auparavant. Mais il y a des gens de l'immigration extra-européenne qui sont d'accord avec mes discours. Moi, les gens avec qui je restais, la plupart, en tout cas c'était des femmes, parce que je restais avec des femmes, logique, enfin je restais avec des femmes, mais pensaient exactement les mêmes choses que moi, et elles étaient de l'immigration extra-européenne. Il y en a aussi, je veux dire, c'est pas parce qu'on a eu des amis qui sont de couleur que ces gens-là n'en pensent pas moins. Après attention, là où il ne faut pas me caricaturer, c'est que je suis totalement d'accord pour le fait qu'ethniquement il faut une population autochtone en grande majorité. Je ne suis pas sociologue, je ne sais pas combien d'extra-européens il faudrait pour avoir une équitabilité, pour qu'il n'y ait pas de changement de faciès et de changement de culture. Parce que certains me disent, oui, mais si tu laisses rentrer des personnes de l'immigration extra-européenne et qui font 6 enfants parce que c'est dans leur coutume, eh ben c'est trop tard. Je ne suis pas sociologue, ce n'est pas mon métier, je vous dis juste que je suis d'accord pour dire que la France est blanche, c'est tout. Mais je suis pas contre, encore une fois, des gens qui défendent très bien la France, mais que des gauchistes, c'est tout. Et je le répète, parce que j'en ai marre que les gens ne comprennent pas ça. Et c'est pas tous, mais il y en a, j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais compris ou... Ce que tu décris, c'est la rhétorique du pied dans la porte. C'est-à-dire, en fait, hop, tu mets le pied dans la porte, et à partir de là, tu peux rentrer ce que tu veux. C'est-à-dire qu'en fait... Mais en fait, c'est délicat. On cherche toujours. Comment faire ? Et voilà, en fait, on cherche toujours à être dans un entre-deux. Parce on va que, à la fois, un taux de natalité. Je veux dire, les gars, c'est complètement irréaliste de dire, hop, on va remigrer toute la Terre. On peut pas, c'est impossible. Et à la fois, le vivre ensemble va être quand même vachement compliqué. Du coup, en fait, les critiques qu'on peut recevoir d'un camp qui est un peu radical, on pourrait dire. C'est que en gros, dès que tu acceptes un Européen, tu es obligé d'en accepter des millions. Oui, moi, après ils disent que ça va. Mais le problème, c'est que ça dépend. Ça dépend le taux d'enfants que ces personnes font, ça dépend de plein de choses en fait. Oui, puis en réalité, au fur et à mesure, elles en font de moins en moins quand même. Non, mais en fait, là, le truc, c'est que ça, il faudrait poser la question à vraiment une personne qui est dans la sociologie, qui travaille dans ça, dans la démographie. Enfin, je veux dire, attention, je suis quelqu'un du peuple. À un moment donné, je ne suis pas là pour faire des statistiques. Je ne suis pas censée me dire, tiens, la personne qu'on va accueillir va finir par nous remplacer dans X années parce qu'elle va faire plusieurs enfants. On ne sait pas combien elle va faire d'enfants. On n'a pas un traçage, pardon. Ça se dit pas suivage, un traçage. Mais en Chine, ils ont une limitation au niveau des naissances. Je ne sais pas. En fait, on devrait se servir de nos erreurs aujourd'hui pour ne plus refaire les mêmes. Aujourd'hui, moi, je dis qu'il faut fermer les frontières définitivement pendant beaucoup d'années. Mais après, les politiques, les lois ne se font pas du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait des études. Mais ne me demandez pas à moi, Estelle, de faire des études sur ça. Ce n'est pas mon métier. Et puis peut-être qu'un jour, je m'y pencherai. Mais pour le moment, c'est pas le moment, en fait. Tout simplement.
Il y a une question que j'avais oublié de te poser, que je voulais te poser, parce que tu vois, par exemple, dans la bio Insta de mon compte, du coup, Le Rocher, Oui. autant que d'ailleurs dans la description de mon compte Twitter, Mhm. je mets tu sais, cette mention Take the Red Pill. Et bah, Yes. toi, tu t'appelles Estelle Red Pill sur les Yes, réseaux. Voilà. yes. Pourquoi cette mention Bah, c'est de simple. Red Pill? Alors, sur TikTok, je m'appelle Il Déserte 1. Voilà, Mhm. le truc éclaté. Après, je me suis dit, je vais pas m'appeler comme ça sur Instagram non plus, parce que j'avais supprimé mon Instagram suite au lynchage que j'avais subi cet été avec mon ami, je vous le rappelle. Du coup, j'ai dû tout recommencer à zéro, et du coup, je me suis dit, je vais m'appeler Estelle Red Pill, parce que j'ai pensé à Matrix, à la scène où on propose à Neo la pilule rouge. Donc la pilule rouge, en fait, c'est soit tu décides d'ouvrir les yeux et tu vas découvrir des choses pas très belles, mais tu vas savoir la vérité et tu vas essayer de connaître la vérité, et donc ta vie va avoir du sens. Soit tu décides de prendre la pilule bleue, tu te rendors, tu vis ta vie, tu Voilà, manges, tout va bien. tu bois, tout va bien, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ah, bisounours, hein. Bisous, hein. Et, et en fait, t'as une vie pépère, mais tu te mouilles pour personne et tu finiras poussière, un inconnu. Tu n'auras rien fait d'honorable dans ta vie, mis à part exister et finir un anonyme. Voilà, tout simplement. Et moi, je me suis dit, bah, tiens, c'est intéressant, cette scène, elle est pas mal. Bah, Red Pill, moi, c'est Red Pill. Je décide de connaître la vérité, je décide de prendre des risques. Quitte à prendre des risques qui peuvent être dramatiques pour moi, encore au niveau professionnel que par rapport à ma santé. Et du coup, je me suis appelée Estelle Red Pill pour ça. Certains disent que ça fait trop... C'est trop refait, mais moi, je pensais pas un jour que j'allais être... que j'allais faire le buzz à un moment donné sur Twitter. À ce moment-là, je me suis appelée comme ça. Je me suis dit, ils vont pas me le reprocher quand même. Et après, j'ai appris que Red Pill, c'était aussi une abréviation des mouvements de droite, apparemment. Ouais. Que j'ignorais totalement à ce moment-là. Ouais, tu savais pas? Ah, je savais pas du tout. Bah mais ouais, alors vraiment pas. Ouais, c'est un peu... J'ai appris ça quand j'ai commencé à buzzer sur Twitter par rapport à une vidéo. D'ailleurs, j'ai pas Twitter, hein. Je tiens à préciser, mais je suis au courant de ce qui s'y passe. Et je savais pas. Ça, j'ignorais. D'accord. Voilà. Ouais, bah on en parle parfois, tu vois, quand t'as par exemple une vidéo qui peut vraiment remettre en question beaucoup... ça marche beaucoup d'ailleurs avec le visuel, hein. On revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ton style, etc. Une vidéo, bah, par exemple, tu vois, quand tu vois des vidéos de mecs en série qui se font tabasser, tu vois, c'est le genre de truc. Horrible. Ça met une grosse red pill et ça devient compliqué ensuite pour certaines personnes de justifier leur discours en disant voilà, c'est social, etc. C'est parce qu'ils ont pas assez d'alloc. En fait, les gens, ils dédramatisent toujours. Ils disent toujours, mais ils ont vécu dans des cités, donc c'est pour ça qu'ils sont violents. Mais il y a des personnes qui ont été pauvres et qui ont jamais volé. Moi, par exemple, je suis d'un milieu modeste, mais j'ai jamais volé ni quoi que ce soit. J'ai jamais roulé sur l'or. Ma famille est modeste et pourtant, j'ai jamais volé mes copines ou décider de voler des gens parce que je suis pauvre donc j'ai volé, je suis pauvre, je suis dans la médiocrité donc je vais devenir violent. C'est des excuses, ça c'est des fausses excuses qu'ils donnent à ces personnes-là. Ils osent pas dire tout simplement que c'est des personnes qui n'aiment pas la France, qu'ils ont un passé revanchard envers la France dû à des passés coloniaux et que voilà, ils ont envie de se venger et qu'ils ont envie de coloniser à leur tour. Si la criminalité était causée par la pauvreté, c'est faux, ce seraient les agriculteurs qui seraient les plus criminels. On constate bien que c'est pas le cas. Non, mais c'est des fausses excuses. C'est fait exprès. Il y a un but de détruire la France, de toute façon, de déconstruire tout ce qui est censé. Bah écoute, je crois qu'on a fini avec cette interview. J'ai plus trop de questions, mais déjà on a. Mais je te remercie de m'avoir invité déjà, parce que c'est vraiment. Bah gentil. merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Vous pouvez nous suivre outre YouTube sur Instagram, sur Twitter, également sur notre canal Telegram, et vous pouvez toujours nous faire un don sur Tipeee, soit pour qu'on s'améliore sur le plan technique, soit pour nous remercier en quelque sorte de mettre notre travail disponible gratuitement sur YouTube. Voilà, je vous en remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.